À la première prise de parole et à la conclusion. On est bien d'accord? D'accord. Super, voilà, merci beaucoup. Et c'est d'ailleurs avec vous qu'on commence l'émission, analyse de l'accord, mais aussi les dernières sorties médiatiques de Paul Kagame. Est-ce que on n'est pas déjà parti sur du déjà fait, du déjà entendu, lorsqu'on sait que le Rwanda n'a jamais et alors jamais respecté les accords? Le fait qu'on nous ait présenté les États-Unis d'Amérique comme une garantie pour le respect de l'accord n'est pas aujourd'hui entré en contradiction avec les sorties médiatiques de Paul Kagame qui, visiblement, n'est pas dans la logique de l'apaisement. Qu'est-ce qui vous inspire les dernières sorties médiatiques de Paul Kagame, surtout par rapport à la suite de l'accord concernant sa mise en œuvre? Comment pourrais-je contredire Kagame sur l'accord pendant que la ministre des Affaires étrangères, celle qui a posé la signature au nom de tous les Congolais, à la première prise de parole et à la conclusion. On est bien d'accord? D'accord. Super, voilà, merci beaucoup. Et c'est d'ailleurs avec vous qu'on commence l'émission, analyse de l'accord, mais aussi les dernières sorties médiatiques de Paul Kagame. Est-ce que on n'est pas déjà parti sur du déjà fait, du déjà entendu, lorsqu'on sait que le Rwanda n'a jamais et alors jamais respecté les accords? Le fait qu'on nous ait présenté les États-Unis d'Amérique comme une garantie pour le respect de l'accord n'est pas aujourd'hui entré en contradiction avec les sorties médiatiques de Paul Kagame qui, visiblement, n'est pas dans la logique de l'apaisement. Qu'est-ce qui vous inspire les dernières sorties médiatiques de Paul Kagame, surtout par rapport à la suite de l'accord concernant sa mise en œuvre? comment pourrais-je contredire Kagame sur l'accord pendant que la ministre des Affaires étrangères, celle qui a posé la signature au nom de tous les Congolais, devant la presse, elle était incapable d'expliquer l'accord? Alors, si notre ministre était incapable d'expliquer et que Kagame l'a bien expliqué, je n'ai qu'à appuyer et à accepter. C'est à notre ministre des Affaires étrangères qui avait représenté l'ensemble de la nation de contredire Kagame, d'expliquer les non-dits de l'accord. Au moment où elle est dans l'incapacité d'expliquer l'accord, elle-même, elle ne comprend pas, les tenants et les aboutissants de cet accord. Alors moi je vais contredire Kagame, moi qui n'étais pas à Washington, qui n'a jamais discuté avec Kagame. J'ai écouté le Rwandais, j'ai écouté les Congolais, j'ai compris que le Rwandais savait ce qu'il voulait, le Congolais ne savait pas ce qu'il voulait. Quand Kagame dit tout ce qu'il n'a jamais gagné les élections, ce n'est pas simplement pourquoi ça doit faire débat. Kabila avait dit la même chose dans le passé. Kabila a regardé parmi toutes les formations politiques, il a trouvé l'UDPS était une formation politique sérieuse, il leur a donné le pouvoir. Pourquoi ça n'a pas fait débat? Kabila l'avait dit avant Kagame. S'il faut condamner, il faut commencer par condamner Kabila. D'où Kabila a tiré ces informations. Si Kagame vous dit la preuve c'est Kabila, parce que Kabila n'était pas n'importe qui à ce moment-là dans l'UDPS. Donc Kagame a raison. Mais moi je ne suis pas d'accord avec un État qui plaire à chaque fois. L'État doit se défendre. Kagame est-il qualifié pour commencer à mesurer les niveaux de démocratie au Congo? Est-ce qu'on sait que dans son propre pays, on ne parle même pas de démocratie? Est-ce que nous devons faire mal les choses parce que Kagame n'est pas modèle? C'est ça la grande question. Devons-nous faire mal les choses parce que Kagame n'est pas modèle? Ma question c'est de savoir, est-il qualifié? Qu'il soit qualifié ou pas, moi je n'ai aucun intérêt avec le Rwanda ou sous le Rwanda. Moi je parle de mon pays. Kagame prend l'occasion de s'attaquer au Congo parce que nous avons un faible leadership au sommet. Si on avait un leadership fort, Kagame n'allait pas parler. Kagame n'allait pas prendre parole sur les questions du Congo. Un parti prend la direction de la République, vite, ces partis cherchent un carnet d'adresse chez le même Rwandais. Kagame connaît les Congo, connaît les politiques congolais. Il sait comment fonctionne l'homme politique congolais. Alors, pourquoi le gouvernement est resté silencieux? Pourquoi le gouvernement n'a pas répondu? J'ai fouillé, j'ai parcouru le compte X de Patrick Mouyaya, lui, la bouche autorisée du gouvernement. Je n'ai rien trouvé dans ce sens-là.
Alors si le gouvernement accepte les 10 mots, ça veut dire que le gouvernement est conscient que Kagame n'a pas menti. Surtout si l'accord, Mme Koyekwa va aller faire même une déclaration ou une simple publication Twitter pour contredire Kagame. Mais personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Ça veut dire que Kagame n'a pas menti. Mais à parcourant l'accord, moi j'ai la... Est-ce que, attends, on reste, Papi Mouya Boukassa, arrêtez un peu votre téléphone, soyez concentrés, écrivez ce que l'autre est en train d'avancer, parce que certainement, les gens du parti vont vous évaluer si vous avez été à la hauteur de co-débatteur de l'opposition ou pas. Mais lorsque vous êtes au téléphone, vous risquez d'être très mal coté par Augustin Kabouya, Chilumba Monaboute qui suit l'émission. Merci Papi Mouya de corriger ça très rapidement. Est-ce que le fait que Kagame ait pris position de manière aussi radicale sur cet accord ne vous fait pas craindre le fait que cet accord n'a pas un avenir radieux par rapport à sa mise en œuvre? Kagame n'a jamais respecté ses engagements, de même tu sais qu'il n'a jamais respecté ses engagements. Nous sommes en face de deux personnes avec un même comportement. Que le maire gagne. Est-ce que Kagame est en train de narguer quasiment cet accord signé à Washington? Mais comment moi je peux condamner Kagame, je l'ai dit ici, pendant que celui qui a représenté tout le Congolais est dans l'incapacité d'expliquer? Je ne parle pas de mais justement, est-il en train de narguer, de marcher quasiment sur cet accord qui n'a même pas connu? On nous avait dit, voilà, c'est d'ailleurs une bonne question, on nous avait dit que Trump avait menacé les deux partis, que celui qui va tenter de marcher sur l'accord, il va subir la colère des États-Unis. Ouais. Alors si le Congo estime que Kagame est en train de narguer l'accord, le Congo doit tourner sur le médiateur pour lui dire l'accord est déjà foulé aux pieds. Mais le Congo n'a pas réciprocité, n'a pas répliqué. Le Congo est resté silencieux. Le principe de réciprocité en relations internationales, on devait répondre. On ne peut pas, un État ne peut pas être là pour pleurer chaque jour. Nous devons avoir la capacité de répondre. Le respect entre les États, c'est aussi la capacité de répondre aux attaques extérieures. La réciprocité, ouais. L'Iran s'est fait respecter, vous avez vu. C'est le fait que le monde n'a jamais réussi à obtenir vis-à-vis de l'Israël contre la Hamas, mais face à l'Iran, le monde a obtenu ce cessez-le-feu rapidement. Ouais. Pourquoi les rapports de force? Pourquoi le rapport de Fox a été établi? Ici, le rapport de Fox n'a jamais été établi. Ça dit que nous sommes un État faible. Raison pour laquelle on nous a fait signer n'importe quoi sans prendre connaissance, sans savoir les tours et les contours de l'accord. Nous avons signé parce que nous pensons que notre sécurité, notre salut viendra de l'extérieur et pas de nous-mêmes. Très bien. Parlons maintenant de l'accord. Est-ce que cet accord vous rassure ou vous inquiète? Déjà, l'accord ne rassure pas parce que l'accord viole la Constitution. Pourquoi l'accord ne vous rassure pas? Déjà parce que l'accord viole la Constitution. La Constitution présente ou représente la souveraineté de tout un peuple. Et que dès lors l'accord signé viole la Constitution, nous pouvons lire l'article 214, 215, 216 de la Constitution. Nous pouvons lire l'article 9 de notre Constitution. Vous allez constater avec moi que l'accord marche sur la Constitution. Pendant ces temps, si vous pouvez me donner le temps de lire les 2-3 dispositions. Allez-y. Je prends la disposition 214, les traités de paix. Les traités, parce que je prends d'abord le titre 6 de la Constitution, des traités et accords internationaux. Article 214, les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personnes, ce qui comporte engage et échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ni les cessions, ni l'échange, ni l'adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Or, quand on parle d'adjonction du territoire, il faut aller à l'article 9. Où on montre comment l'État exerce sa souveraineté. Donc, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Or, cette souveraineté est exercée par le peuple. On devait nous consulter par référendum. Ça n'a pas été fait. Ça viole l'article 9 et l'article 214. Je prends la disposition 215. Les traités et accords internationaux régulièrement
conclus ont d'éducation une autorité supérieure à celle de loi, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Chuté. 216. Si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Ça veut dire ici, ni le peuple a été consulté, ni la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité de l'accord signé, mais l'accord a été signé. Donc l'accord marche sous la Constitution. Or, l'article 216 est clair. Chuté, ouais. Si l'accord viole quelques dispositions constitutionnelles, l'accord ne peut pas être signé jusqu'à ce que la Constitution soit révie. Alors que cela n'a pas été fait, l'accord a été signé. Donc déjà, ça ne peut pas aspirer confiance parce que ça marche sur la Constitution. Merci beaucoup, Marlène Vouzouraou. Une question à nouveau sur les FDLR. Comment est-ce que vous comptez neutraliser ces FDLR? Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les forces armées congolaises ont les moyens de le faire, sachant que ces groupes armés sont souvent dans des zones contrôlées par les M23? Est-ce que vous avez identifié des difficultés pour le faire? Est-ce que vous souhaitez une assistance étrangère? Tout à l'heure, vous parliez de la MONUSCO. Et enfin, est-ce qu'une opération conjointe avec l'armée rwandaise pourrait être envisagée? Merci. Merci beaucoup. Alors la question des FDLR et leur neutralisation, évidemment, je pense tout d'abord qu'on doit se référer à toutes les expériences antérieures que nous avons déjà accumulées en République démocratique du Congo et donc à une certaine expertise, si vous voulez, dans la question, raison pour laquelle, pour nous, il s'agit surtout d'éléments résiduels des FDLR. Je pense qu'on a vu quand même, au fil des années, une réduction quand même assez sensible par rapport au nombre des effectifs des FDLR, suite aussi aux opérations, aux différentes opérations et différents efforts qui ont été menés par la République démocratique du Congo. Donc, quand il s'agit de la question justement de comment s'y prendre, comme je l'ai évoqué au début, il s'agit tout d'abord de sensibiliser les FDLR qui sont rwandais sur la possibilité de retourner chez eux et la possibilité d'y être prise en charge à travers la commission de démobilisation du Rwanda et d'être réintégrés dans la société rwandaise. C'est le premier pas. Et nous l'avons toujours observé dans d'autres efforts, si vous voulez, pour gérer la question des FDLR. Évidemment, tout cela va de manière crescendo, si vous voulez, ou séquentielle, en fonction justement du succès de cette première étape. Si nous voyons que c'est une étape qui a beaucoup de succès et qu'il ne s'agit que plus que des poches de résistance, évidemment, encore une fois, avec plus d'insistance, on va essayer de motiver les FDLR à retourner chez eux et ceux qui ne voudront pas se rendre, évidemment, feront face à des opérations militaires. Chose que nous avons déjà eue en République démocratique du Congo, encore une fois, dans des formats différents et à chaque fois adaptés, si vous voulez. Nous l'avons eu dans le format d'opération conjointe avec la MONUSCO, et ça avec une implication variée de la MONUSCO. Nous l'avons eu aussi dans le cadre des opérations de Moudjaouitou avec les forces armées rwandaises. Donc encore une fois, nous avons une panoplie d'expériences sur laquelle nous pouvons nous appuyer. La question de la capacité des forces armées congolaises à faire face à la présence des FDLR, déjà, elle ne relève pas de mon domaine, mais je peux vous assurer que la défense, pendant ces derniers mois et pendant ces dernières années, s'est justement concentrée sur son efficacité et sur justement le besoin d'être plus performante. Et donc, je peux très bien imaginer que dans ce cadre d'une opération aussi stratégique, d'une portée si importante pour la République, que nous n'allons pas avoir de doute sur la performance, la capacité de performance de nos forces armées. Maintenant, la question sur la possibilité d'opérations conjointes entre la République démocratique du Congo et les forces armées rwandaises, cette question n'a pas été évoquée et elle n'est pas encore sous examen ou il n'est pas prévu d'être examinée, en tout cas dans les jours à venir. Nous nous concentrons sur nos propres capacités. Jamais
au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, ou je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Oyoki elenge ya Congo